dans les exercices, on peut soit vous donner une situation avec des phrases, et puis à vous de faire le graphe et la matrice qui correspond, ou on peut aussi parfois vous donner la situation sous la forme du graphe, et vous aurez donc à trouver la matrice. C'est rare qu'on vous donne directement la matrice, parce que bon, c'est quand même l'objet à chercher pour pouvoir faire les calculs. Parfois, on vous donne la matrice à trous, c'est à vous de la remplir. C'est là que la remarque de Sophie tout à l'heure est intéressante, parce que si vous connaissez deux nombres, enfin, si vous connaissez tous les nombres sur une ligne sauf 1, eh bien, vous pouvez trouver ce nombre en sachant que la somme doit être égale à 1. Alors, l'exemple 27, on nous dit, on suppose donc qu'on a ce graphe à 3 états, A, B et C, avec les transitions qui sont données. On pose Pn égale petit a n, petit bn, petit cn, l'état probabiliste à l'instant n, et on suppose que l'état initial, c'est 1, 0, 0. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, et qui est assez importante, c'est en fait l'ordre dans la matrice. Parce qu'en fait, des matrices de transition, on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut un moment qu'on fixe un ordre. Donc, en général, cet ordre, on le prend, si c'est numéroté S1, S2, S3, les sommets, on va prendre 1, 2, 3. Si les sommets s'appellent ABC, on prendra dans l'ordre ABC. Mais a priori, rien ne m'empêcherait de faire une autre matrice de transition en décidant que le premier état c'est B, le deuxième c'est C, le troisième c'est A. Alors, en général, l'énoncé vous fixe les choses à l'aide de l'état probabiliste. Vous voyez qu'ici, Pn, c'est petit an, petit bn, petit cn. Donc ça veut dire que là, je prends les états dans l'ordre A, B et C. Ça me force à prendre cet ordre-là. Je ne peux pas prendre un autre ordre. D'accord? Alors, du coup, exemple 27, voilà. Donc, ça c'est ce que je vous disais, hein. AN correspond à A, BN correspond à B, CN correspond à C. Et donc, dans ce cas-là, la matrice de transition, ça va être cette matrice-ci. Pourquoi? Eh bien, si on regarde le graphe, on voit que si je suis sur le sommet A, donc si je suis sur la première ligne, qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit rester sur le sommet A avec une probabilité 1,5, donc ça c'est mon premier chiffre, soit aller sur le sommet C avec une probabilité 1,5, ça c'est le troisième chiffre, et je vois que je ne peux pas aller sur B, donc la probabilité de transition est nulle. Ensuite, si je suis sur le sommet B, je vois que je peux aller sur le sommet A avec une probabilité 1/4, je vois que je ne peux pas rester sur le sommet B, et par contre je peux aller sur le sommet C avec une probabilité 3/4. Et enfin, si je suis sur le sommet C, je vois que je peux aller soit sur A, soit sur B, soit sur C, avec des probabilités 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc c'est ma troisième ligne. Donc toujours, cette matrice, je la remplis en ligne. Je me dis, si je suis sur le sommet A, quelle est la probabilité d'aller sur A, d'aller sur B, d'aller sur C? Et puis je répète ça pour tous les sommets. Deuxième question, démontrer que le système admet un unique état probabiliste stable quand n tend vers l'infini. Donc d'après mon théorème, il faut que je montre que une certaine puissance de cette matrice n'a pas de zéro. Alors, ce n'est pas le cas de m. M, elle a des zéros. Donc, je vais aller regarder m carré. Et quand je regarde m carré, bon, je prends ma calculatrice, et puis je m'aperçois que m carré ne possède pas de zéro. Donc, je peux appliquer mon théorème. Oui, c'est vrai que j'ai dit dans le cours, dans l'énoncé du théorème 25, j'ai dit qu'il fallait que tous les coefficients soient strictement positifs. Et là, je dis, la matrice ne contient pas de zéro. Alors, en fait, c'est équivalent, parce que notre matrice M de départ, elle a que des nombres positifs. Donc quand je vais l'élever à la puissance 2, à la puissance 3, ou n'importe quelle puissance, j'aurai toujours une matrice qui ne contiendra que des nombres positifs, parce que quand je fais des opérations matricielles, je fais que des multiplications et des additions. Donc si initialement j'ai des nombres positifs, en les multipliant et en les additionnant, j'aurai toujours que des nombres positifs. Donc avoir un nombre strictement positif, du coup, c'est la même chose qu'avoir un nombre non nul, puisqu'on sait déjà qu'ils sont positifs ou nuls. Donc c'est pour ça que là j'ai mis ne contient pas de zéro au lieu de strictement positif, mais en fait c'est pareil. Donc puisque m carré n'a pas de zéro, je sais qu'il y a un unique état stable et la suite Pn converge vers cet état stable. Alors, dernière chose, mais pas la moindre, c'est comment on trouve cet état stable. Alors là, ça serait bien que vous ayez vos calculatrices à portée de main. Donc, je vous laisse une minute pour aller chercher si vous ne l'avez pas.
OK. Donc, pour déterminer l'état stable P, on a deux méthodes. Une première méthode, vous allez voir, qui est très rapide, très efficace. Malheureusement, elle ne marche pas à tous les coups. Et puis une deuxième méthode qui, elle, marche tout le temps, méthode systématique, mais qui, elle, est beaucoup plus lourde parce qu'il va falloir résoudre des systèmes un peu, enfin pas compliqués, mais un peu lourds, quoi. Les calculs sont un peu lourds. Alors, on commence par la première méthode. Donc, première méthode, c'est l'idée d'utiliser le fait que notre théorème nous dit qu'on sait que Pn va converger vers P. On sait que quand n tend vers l'infini, la suite des états probabilistes va converger vers l'état stable P. Donc, on va essayer de deviner quel est cet état P en disant, ben, si je prends n suffisamment grand, mon P indice n, il va être très proche de P. Et en fait, il va être tellement proche de P que la calculatrice ne verra pas la différence entre Pn, qui sera une valeur en fait pas tout à fait égale à P, et la vraie valeur de P. Donc en fait, on va utiliser un peu un défaut de la calculatrice, c'est-à-dire qu'on va avoir un nombre qui sera tellement proche d'un nombre qu'elle va dire que c'est le même. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais ça nous arrange. Donc, on va calculer Pn avec un n qui est grand. Alors, ça veut rien dire, effectivement, un n qui est grand. Dans la pratique, je vous conseille de prendre n égale 100 et de calculer P indice 100. Donc, faites-le. Sur votre calculatrice, vous rentrez cette matrice M, et puis vous calculez P indice 100. Donc, P indice 100, ça se calcule en faisant P0. Alors, P0, il est donné par l'énoncé. C'est la matrice ligne 1, 0, 0. Et vous multipliez par M puissance 100. Donc, allez-y, calculez-moi P fois M puissance 100 et dites-moi ce que vous trouvez. Alors, quand vous avez les résultats, vous me les mettez sur le chat. Donc, il y a trois nombres à trouver. Hein. Les trois nombres qui constituent la matrice P100. Alors, Alan, 5 tiers, 2 tiers, 6 tiers. Ça affichait directement ça, la calculatrice, quand tu as fait P fois M puissance 100? Tu as trouvé ça directement? Voilà. Si vous faites P fois M puissance 100, ça va être en décimale. Voilà. Sophie, c'est normal, tu as un nombre affreux avec des virgules. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez votre nombre affreux avec vos nombres affreux avec des virgules, vous faites mathfrak pour transformer ça en fraction. Et c'est là que vous allez avoir un joli résultat avec des fractions. Sur la NumWorks, c'est une excellente question. Je suis pas sûr que sur la NumWorks, cette astuce marche, justement parce que j'ai peur que son calculateur soit trop précis. Donc ça, je ne suis pas sûr que ça marche sur la NumWorks. Je vais y réfléchir, Sophie. J'ai pas encore eu le temps. Je vais y réfléchir pour voir si on peut faire quelque chose. Voilà. Donc, vous calculez M vous calculez ça pour un n grand et vous faites mathfrak, ça transforme en fraction et vous trouvez donc que ça vaut ça. Alors en fait, P100, il n'est pas égal à ça. P100, il est environ égal à ça. Mais il est tellement proche que la calculatrice ne fait pas la différence. Donc ce qu'elle vous affiche, on va voir qu'en fait, c'est l'état stable. Mais alors attention, on ne l'a pas démontré là. Hein. Là, c'est juste une conjecture. J'ai vu que P100 est très proche de ce truc-là, et donc je peux conjecturer que ça, c'est l'état stable. Donc pour vérifier que ça allait bien, bon, déjà, on vérifie que c'est bien un état probabiliste. Hein. Si on fait la somme, 5 et 2, ça fait 7, et 6, ça fait 13. 13, 13e, ça fait bien 1. Et donc ensuite, on vérifie que quand je vais multiplier par M, ça fait bien
la même valeur. Donc, je ne vais pas l'appeler P parce que je ne sais pas encore que c'est l'état stable. Donc, je l'appelle momentanément, je l'appelle Q, cette matrice ligne. Je vérifie que Q fois M, ça fait bien Q. Et donc, puisque Q fois M, ça fait bien Q, et que c'est un état probabiliste, ça prouve que cette matrice Q, c'est un état stable. Mais d'après mon théorème, je sais qu'il y a un unique état stable. Et donc, puisque j'ai trouvé un état stable, c'est celui que je cherche. Donc, par unicité de l'état stable, j'ai Q égale P. Et donc, finalement, Q, c'est égal à 5 treizièmes, 2 treizièmes et 6 treizièmes. Donc, voilà. Alors ça, même si vous avez une TI, ça ne marche pas pour toutes les marches aléatoires, parce que des fois, la calculatrice ici, elle ne sait pas transformer les décimaux en fractions. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas de quelle fraction est-ce qu'on est proche. Donc, ça ne marche pas à tous les coups, même sur des graphes à 2 états. Donc, il nous faut une méthode systématique. Alors, vous allez voir que la méthode systématique, elle est sûre à 100%, mais elle est beaucoup plus lourde à mettre en place. Donc, on va revenir à la définition de ce qu'est un état stable. Alors, on va simplifier un tout petit peu les choses en se disant que mon état stable, donc il doit contenir 3 nombres, mais comme c'est un état probabiliste, je sais que la somme de ces 3 nombres doit faire 1. Donc, les deux premiers, je vais les appeler A et B, et puis le troisième, c'est le complément pour obtenir 1, donc c'est 1 moins A moins B. Où A et B, ce sont des nombres réels compris entre 0 et 1. On sait en plus qu'on cherche un état stable, donc on doit avoir P fois M égale P. Donc je vais calculer P fois M. Donc je pose mon calcul, P fois M, donc la matrice P c'est A, B, 1 moins A moins B. Ma matrice M, je l'ai recopiée ici. Bon, j'ai fait les calculs, faites-moi confiance, c'est juste. Et je trouve PM égale ce truc-là. Et donc maintenant, je vais poser le système, je vais poser l'égalité PM égale P, coefficient par coefficient. Donc ici, le premier coefficient dans PM, il doit être égal au premier coefficient de P, c'est-à-dire il doit être égal à A. Le deuxième, il doit être égal au deuxième coefficient de P, c'est-à-dire B. Et le troisième ici doit être égal au troisième coefficient de P, c'est-à-dire C. Donc, voilà, ça me donne ce système. Le premier coefficient de PM égale A, le deuxième coefficient de PM égale B, le troisième coefficient de PM égale 1 moins A moins B, c'est-à-dire C. 1 moins A moins B. Donc, après, il reste à résoudre ça. C'est ça la partie qui n'est pas marrante. Donc ici, pour simplifier un peu les choses, vous voyez que vous pouvez multiplier la première par 12, la deuxième par 3 et la troisième par 12. Et ça vous donne ce magnifique système. Donc voilà, il faut le résoudre. Donc là, pour le résoudre, sur la première ligne, j'ai isolé B. Et j'ai exprimé ici tout en fonction de B. Après, j'ai remplacé ici B par moins 10A plus 4. Ça me donne ici une équation où j'ai B en fonction de A, et puis deux équations ici où j'ai plus que du A. On a exprimé le troisième coefficient pour avoir un système, oui c'est ça, oui. On peut si vous le faites avec, si vous laissez A, B et C, en fait vous allez tomber sur un système qui a une infinité de solutions, et il faudra de toute façon à un moment rajouter le fait que A plus B plus C égale 1. Donc autant le faire dès le début, dire que le troisième coefficient c'est 1 moins les deux autres, ça nous gagne du temps. Par contre, ce qui n'est pas évident a priori, c'est que ce système, il a une solution, parce que j'ai 3 équations, 2 inconnues. Mais en fait, d'après mon théorème, je sais que c'est vrai. Je sais que ce système, il va avoir une unique solution. Donc ici, j'ai 2 équations en A, je les résous. Ça me donne 39A égale 15, 156A égale 60. Et je trouve évidemment la même valeur pour A pour les deux. Donc si vous ne trouvez pas la même valeur de A pour les deux, c'est que vous êtes trompé, parce que le théorème me dit que ça doit être la même valeur. Et après, je remplace ici B par ce que j'ai trouvé. Et j'obtiens finalement A égale 5 treizièmes et B égale 2 treizièmes. Ensuite, on n'a plus qu'à faire 1 moins les deux autres pour trouver le troisième. Et donc, on a notre état stable. Donc ça marche à tous les coups, mais c'est plus long. C'est plus long, c'est plus lourd à faire. C'est rapide, par contre, si vous avez un système à 2 états. Parce que dans ce cas-là, en fait, vous avez vous avez 2 équations, mais qu'une seule inconnue. Et ça, c'est très rapide. À 3 états, c'est plus pénible. Bon, voilà. Après, il y a peu de chances qu'on vous demande un truc comme ça. Mais bon, je vous l'ai quand même mis pour que vous l'ayez dans le cours. Alors, on utilise cette technique ou l'autre. Vous utilisez, les deux sont rigoureuses, hein, puisque dans la première technique, j'ai conjecturé la valeur d'état stable. Alors, évidemment, pour faire ma conjecture, c'est là que c'est un peu foireux, je suis d'accord avec vous, mais une conjecture, on la fait comme on peut. Et une fois que j'ai conjecturé ça, après, je vérifie rigoureusement que c'est bien l'état stable.
Et donc ici, en vérifiant rigoureusement que c'est l'état stable, comme je sais qu'il n'y en a qu'un, c'est une démonstration du fait que ça, c'est bien l'état stable. Parfois, ça peut arriver quand on vous le donne, hein, quand vous dise vérifiez que cet état, c'est l'état stable. Et comme ça, après, ben, vous savez vers quoi s'attendre. C'est pour ça que je dis qu'il y a peu de chances qu'en fait, on vous demande de faire tout ça, là, parce que c'est un peu long et compliqué. En général, on va vous le donner, l'état stable, si vous en avez besoin. Voilà, donc ça termine ce chapitre 4 et l'étude des marches aléatoires. Donc, en gros, dans les exercices qu'on va vous demander, c'est de savoir faire un graphe probabiliste ou de savoir lire un graphe probabiliste, de savoir déterminer la matrice de transition qui va avec, de savoir écrire la relation sur l'état probabiliste, Pn égale P0 fois m puissance n. Et une chose qui est vraiment importante, vraiment importante, c'est que, en général, sur ce qu'on a fait dans la première partie du cours, dans nos modèles, on travaillait sur des matrices colonnes. Et donc, on avait des suites de matrices colonnes géométriques. Pour les graphes probabilistes et pour les marches aléatoires, on écrit les probabilités en ligne. Donc, on va avoir des suites de matrices lignes et on multiplie par m à droite. Alors, il est arrivé une année dans un centre étranger, que je vous mettrai en ligne avec le corrigé, qu'ils aient modélisé par une matrice colonne. Donc, ça ne change absolument rien à la théorie, sauf que, dans ce cas-là, votre matrice M, il faut la lire à l'envers, et il va falloir multiplier de l'autre côté, mais je crois qu'elle a été donnée dans l'énoncé. Donc, normalement, tout le monde, partout dans le monde, écrit toujours les matrices, décrit toujours les matrices aléatoires par des matrices lignes, et donc les matrices grand M telles que je vous l'ai dit, mais regardez quand même bien l'énoncé, on ne sait jamais, mais il y a quand même très peu de chances que ce soit en colonne, mais voilà, vérifiez bien. Nous, tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec une matrice ligne, et dans ce cas-là, la matrice de transition, elle se lie de la ligne vers la colonne. Si jamais vous aviez des matrices colonnes, ça serait le contraire. Voilà, des questions ? Non, pas de questions? Ça vous a paru clair? Ok, bah c'est super. Donc, comme d'habitude pour les TS3 et puis pour les TS1 pour la première fois, je vous mets là ce soir sur mon site le diaporama, un document A4 qui reprend tout ce qu'il y a dans le diaporama pour que ce soit plus simple pour vous à lire. Et puis, je vous mettrai donc des exercices à faire pour les vacances sur ce thème-là, sur le thème des marches aléatoires et des graphes probabilistes. Et puis, à la rentrée, on fera le corrigé de ces exercices-là, et puis on en fera d'autres. C'est bon pour tout le monde? Bon, Eden, j'ai presque tenu mon pari. J'avais dit 18h, il est 18h03, donc c'est bon, je suis dans les clous. J'espère que tout le monde a validé ses vœux ou va le faire bientôt. Hein? Vous devez valider vos vœux d'ici demain. Hein? Je viens de recevoir un message de Madame Roméo, là, qui me dit « S'il y a un problème, je ne pourrai pas intervenir. Hein. » Donc, validez bien aujourd'hui. Hein. Oui, Solal, on a fini le chapitre. On a fini ce chapitre. Donc maintenant, on va faire des exercices. Je vous en donne pendant les vacances, et puis on en fera encore à la rentrée. Et puis, après, on fera le dernier chapitre on reviendra sur l'arithmétique. Le dernier chapitre sur les nombres premiers. J'espère qu'on pourra le faire en direct dans une salle de classe. Mais bon, on verra. Bon, ben du coup, je souhaite de bonnes vacances au TS1, puisque je ne vous reparlerai pas d'ici là. Et puis, à jeudi pour les TS3. Les TS3, oui, je voulais tant que vous êtes là, tant que j'ai une partie de la classe, est-ce que vous faites les interrogations écrites que je mets le jeudi? Est-ce que ça sert que je les mette ou parce que si oui, vous les faites. Bon, d'accord, ok. Merci les TS1, bonnes vacances. Ok. Par ailleurs, il n'y a pas grand monde qui m'a rendu le DM hein, pour les TS3. Là, j'ai que 2 personnes qui m'ont rendu le DM. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon,
c'est quand même mieux de le faire. Et si vous voulez que je le corrige, moi j'avais dit que je mettais le corriger aujourd'hui. Peut-être que je vais attendre un petit peu, je le mettrai demain ou après-demain. Vous pouvez encore me le rendre. Enfin, si vous pouvez me le rendre même une fois que j'aurai mis le corrige en ligne, hein, c'est surtout pour vous que je les corrige. Ok, donc il y avait ça, le DM, les interrogations écrites, et puis voilà. Bon, donc, alors je vous ai mis les TS3, je vous ai mis ce qu'on a fait ce matin en ligne et les exercices à faire. C'est des calculs de primitives. Je vous mettrai les corrigés jeudi. Et jeudi, on continuera et on fera des calculs d'intégrale ensemble. Donc on se revoit jeudi pour ça. D'accord? Bonnes vacances, Alix. Très bien. Bon ben, jeudi après-midi, vous avez des trucs prévus ou pas? Au revoir Théo, au revoir Camille. Ah oui, vous avez philo à 14h, ok. Mais le matin, vous avez quelque chose aussi? Vous avez philo le matin et l'après-midi? Mais il faut qu'il arrête, monsieur Bourdet, là. Il vous fait combien d'heures par jour? Bonnes vacances, Mélanie. Mais monsieur, attendez, oulala, ça va trop vite là. Jeudi, 2 heures. Il fait 4 heures par semaine. Eh ben. Alors, du coup, jeudi après-midi, après la philo, à 15 heures, vous avez quelque chose ou pas? Non? Ben, on n'a qu'à dire jeudi à 15 heures alors. C'est bien, jeudi 15 heures. Ok, très bien. 15 heures, on va dire 15h15, parce que si jamais il déborde un peu, puis le temps que vous souffliez entre les deux, quoi. D'accord? Donc on dit jeudi 15h15. Ça vous va? Très bien. Du coup, je renverrai un mail pour que... Enfin non, vous passez le mot sur WhatsApp. Élise, tu t'en occupes pour prévenir l'autre partie. Ça marche. Donc on se revoit jeudi à 15h15. Oui, le Slack. Moi, vous voyez, vous, sur le Slack, l'emploi du temps? Parce que moi, je ne le vois pas. Il faut que je vois avec Madame Dallène parce que je ne vois pas je ne vois pas l'emploi du temps sur le Slack. D'accord, tu le vois depuis ce matin, ok. Bon, je vais voir avec Madame Dallène. Très bien. Bon, ben, bonne fin de journée, bonne soirée, et puis on se revoit jeudi.